Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle de course à pied, des bonnes rencontres et de leur durée de vie, de concours encore et toujours, des 2% qui font toute la différence, d'histoire dans l'histoire, de sensibilité, de cumuler la forme et le fond. On voit comment faire une pure photo de groupe. On a une des meilleures réponses à la question « Qu'est-ce qui te fait déclencher ?» On compare la théorie des Lego et celle de la Grande Muraille de Chine. Et je peux déjà vous spoiler en vous disant qu'à la fin, ça reste des briques qu'on empile. Mais surtout, on est très consistant dans notre recherche de consistance. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Franck Boutonnet. Et vous l'avez pas vu, mais Franck a dansé pendant le générique, ce qui donne un petit aperçu de ta personnalité joyeuse. Bonjour Franck, merci d'être là. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Enchanté d'enfin faire ta connaissance parce qu'on a un petit peu discuté sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir une vraie longue discussion qui plus est enregistrée en podcast. Tu connais le principe, enfin je t'ai expliqué le principe juste avant. On va commencer par l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs passe la main par la porte, rentre avec toi et tu as 3-4 étages pour lui expliquer ce que tu fais. Je précise pour les gens qui m'en parlent, parce qu'on m'en parle hors podcast, c'est une vraie histoire. Cette histoire, c'était vraiment Steve Jobs qui chopait des ingénieurs dans l'ascenseur, qui les regardait droit dans les yeux, qui disait qu'est-ce que vous faites, et si la réponse plaisait pas, il se faisait virer. Donc c'est pour ça que c'est toujours Steve Jobs. Donc qu'est-ce que tu dis à Steve Jobs qui te regarde avec son regard sombre et qui te demande ce que tu fais? Ok. Je lui dirais, Steve, ce que je fais, c'est pour éviter que des gens comme toi passent à côté d'une partie très importante de leur vie, à savoir leur famille, et les gens qu'ils aiment, et c'est de documenter des moments même les plus simples du monde, qui, quand on a le plus besoin, te manquent. Et ça, c'est mon job. C'est un très beau résumé, c'est un très bel elevator pitch. Là, il est conquis, normalement, en tout cas. il était assez froid. Donc, tu es plus connu comme photographe de mariage. J'ai été un peu plus surpris parce que je te connais par le côté photo de mariage, de voir une page photojournalisme sur ton site, même si c'est très logique finalement. Et pourtant, c'est par le photojournalisme que tu as démarré. Exactement. En fait, moi, ça fait 20 ans que je suis photographe et j'ai commencé par le photojournalisme, photographie documentaire. Maintenant, je suis plus documentariste, comme tu disais pour Olivier Laban. Ouais. Et effectivement, j'ai commencé comme ça et très rapidement, j'ai fait du mariage, mais j'ai commencé par ça et je suis toujours photographe documentaire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, à cause du Covid, je fais plus de photos documentaires que de photographie de mariage. Comme on en est tous là, je pense. Tout le monde a repris son appareil photo, sinon on fait plus de photos. C'est vrai qu'en regardant d'un petit peu plus près ton travail après être tombé sur cette page photojournalisme, je me suis aperçu que tes photos mariage cadraient très bien avec les mises en forme d'articles. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion ou si tu y penses au moment de les faire. Non, absolument pas. Moi, j'ai jamais fait cette réflexion. C'est la première fois d'ailleurs. Je dirais que ce que j'ai pris du photojournalisme par rapport au monde du mariage, c'est plus la philosophie, l'approche. Alors certainement le cadrage aussi, notamment beaucoup de photos horizontales avec, comme tu disais, des espaces négatifs, laisser respirer, des dynamiques de composition. Alors est-ce que ça, naturellement, ça emmène au fait qu'on peut faire du montage, du maquettage derrière? Je sais pas. En tous les cas, consciemment, j'ai jamais fait une photo en me disant tiens, ça peut être une double ouverture. Mais comme on le sait très bien, l'influence au bout d'un moment, c'est une accumulation de choses inconscientes. Et c'est vrai qu'à force de manger du magazine, des livres sur le photoreportage et surtout des exhibitions, des expositions, très certainement, c'est aussi un impact. Mais en tout cas, c'était pas conscient chez moi. D'accord, mais c'est une influence qui existe d'une manière ou d'une autre. T'es également, et je vais en profiter pour parler de mes petits camarades de Dans la tête d'un coureur, qui est le podcast grand frère de Dans l'œil du photographe. T'es également un grand aficionado de la course à pied. J'ai trouvé ça très marrant. Exactement. Alors moi, la course a toujours été un petit peu, je m'y suis mis un peu il y a très longtemps. J'avais fait un ou deux marathons, et puis en 2000, je me suis séparé moi en 2014, et comme beaucoup de gens qui à un moment donné se séparent ou en tout cas ont un trou affectif dans leur vie, tu dis c'est le moment de me reprendre en main. Non pas que physiquement au niveau je fume pas, je bois pas,
Ouais, je suis super. Je ne vois pas, mais je suis quelqu'un de mince. Donc j'ai toujours été égal à ce niveau-là, mais il n'empêche que je me sentais pas spécialement à l'aise ni dans ma tête ni dans mon corps, et je me suis dit c'est l'occasion de refaire du sport. Et donc j'ai refait un peu de la course à pied, donc à partir de 2015. Et là ça va crescendo, et j'ai mis le doigt dedans. Et là j'avoue que je fais beaucoup de trail, d'ultra trail, et donc je m'entraîne vraiment beaucoup alors, c'est relatif beaucoup, hein, mais entre 5 et 7 fois par semaine. C'est beaucoup. Voilà, c'est pas mal. L'année dernière, j'ai fait mes stats 2020, j'ai fait 450 heures d'entraînement dans l'année. J'ai fait 3000 kilomètres en course. Enfin voilà. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, surtout avec le confinement qu'on a eu au mois de mars, la part du sport et notamment la course à pied, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un de mes piliers qui me permet de trouver un équilibre et de garder un équilibre surtout. Oui, c'est une des choses qu'on t'a pas enlevé pendant le confinement. On m'a enlevé les salles Au de contraire. sport, ça m'a fait un mal Ouais. terrible. Mais Ouais, exactement. Et au contraire, c'était un espace supplémentaire qu'on nous a donné du fait qu'on a du temps chez nous. Et j'ai vraiment pris ce temps-là parce que j'en avais besoin. Et aujourd'hui, comme j'en fais beaucoup, bah, j'ai ce besoin, mon corps sécrète ouais. ce besoin chimique, et j'en suis vraiment très très content. Dans ta photo, faire d'autant de sport, ça t'apporte quelque chose? Bien entendu. Alors ça, j'en parle souvent dans mes confs et dans mes workshops. C'est-à-dire que tu l'as dit à un moment donné en discussion qu'on a eu off, en préparation, c'est que je suis très exigeant, que ce soit pour mon workshop ou avec moi-même, d'une manière générale, très très exigeant. Et un mariage, pour moi, il est hors de question que je ne puisse pas être à 100% du début jusqu'à la fin. J'ai travaillé régulièrement avec des photographes qui, à 7, 8 heures ou 9 heures du soir, ils sont totalement capoutes, ils en peuvent plus. Et du coup, ça se ressent automatiquement sur les images. Et pour moi, il est absolument hors de question. C'est-à-dire que mon outil de travail principal, c'est mon corps avec mes jambes, ma vue, mon ouïe, mon odorat, tous mes sens. Si la mécanique, la locomotive n'est plus là, je serais tellement frustré de pas pouvoir la mettre au service de produire des images, de créer des images, que ça m'énerverait énormément. Donc encore plus qu'avant, je fais très attention à ça, parce que le jour du mariage, je suis un peu, voilà, je suis en mode machine pour aller au bout et être à 120% toute la journée, qu'elle dure 10, 12 ou 14 heures. Et ça, c'est que mon corps qui peut être derrière moi pour me soutenir. Pas de baisse de régime. Non. Pour la transition avec la première partie de l'épisode, qui est ta philosophie de la photographie, on va juste parler de tes débuts. J'ai lu quelque part qu'à tes débuts, tu dis que tu as fait les bonnes rencontres. C'est quoi les bonnes rencontres? Eh ben écoute, les bonnes rencontres, c'était des personnes qui se lançaient dans la photographie, alors photojournalisme, et qui avaient une belle énergie, qui avaient une philosophie qu'on partageait, c'est-à-dire être justement dans le partage, avancer à plusieurs on est plus fort que tout seul. Et ça a été catalyseur. Donc ça, c'était au début quand je suis rentré des États-Unis, au début des années 2000, en 99-2000. Et donc on a créé une structure, un collectif, et dont je ne fais plus partie aujourd'hui. Et on est même brouillés. Donc c'était une amitié qui s'est mal finie. Mais c'était une aventure qui était forte. Et c'était ça, les bonnes rencontres. C'est-à-dire les gens qui te permettent à un moment donné de concrétiser un rêve qui te pensait un peu impossible et qui te permettent d'accélérer les choses et soudainement de te retrouver à faire et à être avec des gens et des choses que tu n'aurais pas espérées. Donc c'est ça pour moi les bonnes rencontres. D'accord. Mais c'est les bonnes rencontres d'hier sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Exactement, comme tout dans la vie, on évolue, soit les autres, et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Parfois. Tu parlais de l'influence que ça avait eu sur toi. Est-ce que tu as d'autres influences? Est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos qui t'inspirent particulièrement? Alors là, ça pourrait être l'objet d'une émission entière. Bien sûr, il y a des centaines de choses. Alors bien sûr, dans la photographie, il y a, alors si je suis un peu systématique dans la photographie de mariage, il y a beaucoup de gens qui m'ont énormément influencé. Moi, ma grosse influence, c'était les Chris Mann, les Chris Mann Studios, c'était les Kudish, donc qui sont des Canadiens. Donc ça, c'était, je dirais, dans la fin des années 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, et puis au début des années 2010. C'est des gens qui ont révolutionné la manière de photographier dans le monde du mariage, notamment en appliquant toutes ces techniques de flash off avec un cadrage hyper exigeant, des techniques au départ. Je regardais, j'étais incapable de comprendre comment les photos étaient faites. Donc maintenant, la plupart des gens les utilisent, ces techniques, à travers des prismes, à travers des couleurs, du flash et tout ça. Mais je te promets, quand tu découvrais ça à l'époque, t'es sur le cul, quoi. Ils étaient vraiment au-dessus. Après, il y a les Touman qui sont un peu les enfants de cette école-là et qui sont aujourd'hui sont au-dessus de la mêlée aussi avec ces techniques-là. Et donc ça, c'était vraiment une grosse base. Et puis après, il y a des dizaines de photographes. Il y a
Il y a des Victor Lax, il y a mon ami Christophe Viseux, il y a William Lamblay après par rapport à tout ce qui est reportage. Il y a Cicali Rico, il y a comment il s'appelle donc son compagnon aussi mexicain. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde dans le monde du mariage qui m'ont influencé. Susana Barbera avec ses noirs et blancs intransigeants. Aujourd'hui, il y a pour moi un des plus créatifs, c'est Kafa Liu. Ouais. Ah oui. Donc d'origine chinoise qui est au Canada, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a vraiment pour moi, il sort du lot aussi à sa manière. C'est-à-dire que lui, ça dépasse largement le cas du mariage. Il a une approche artistique, il a une vision du monde particulière, personnelle, et qui est absolument extraordinaire. Et donc moi, Kafa Liu est vraiment... Kafa Liu, je crois que j'ai jamais regardé une de ses photos sans me demander exactement ce qui se passait en fait dedans. Toutes ces photos te font te questionner. Exactement, elles ouvrent sur un univers, sur quelque chose, sur une vision. Voilà, le mot c'est vision, pour faire un peu du transversal entre toutes mes influences. En général, ce qui m'influence et ce qui me touche, c'est des gens qui ont une patte et une vision, qui me proposent quelque chose que j'ai jamais vu ou entendu avant. Et ça, j'adore. Et tu regardes et tu te dis, ah, ça c'est cette personne-là. Voilà. Donc le monde du cinéma aussi. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup d'influence pour moi. Tout type de cinéma. Vraiment, aujourd'hui, c'est beaucoup le monde des séries parce que comme tout le monde est connecté à Netflix et autres, HBO, Prime et tout ça. Mais j'essaie de les regarder d'une manière active, c'est-à-dire surtout qu'en plus on se met à la vidéo avec Rossio, ma compagne aujourd'hui. Donc dans le thème de storytelling, dans les plans, comment c'est coupé, le son aussi, on découvre tout cet univers du son. Là, je te vois, t'as un super micro. Et je me rends compte que le son, c'est quelque chose de très compliqué, mais qui a un vrai plus ou un vrai moins si c'est mal fait. Donc toutes ces choses-là fait qu'aujourd'hui, quand je regarde sous le mode détente un film ou un documentaire ou une série, eh ben je regarde, je reprends comment les plans sont faits, comment ils sont construits, le son, la qualité du son, comment il est fait, d'où il vient, même les sons, la bande sonore, c'est-à-dire que le son, les gens, le gravier, parce que je sais que ça c'est des choses qui sont rajoutées après, c'est l'habillage sonore, j'avais pas conscience de tout ça. Tous ces petits détails, eh ben ça m'influence dans le bon sens du terme et ça alimente mon inspiration. Voilà, la littérature bien sûr. Je vais te confier juste un secret, tu parles de vidéo, je vais juste rebondir dessus parce que moi je l'ai appris à la dure. Sur un événement, j'avais un micro qui fonctionnait pas bien et comme c'était un événement, je courais dans tous les sens, j'avais pas de retour son pour contrôler. Et donc j'ai enregistré toute une conférence comme ça avec un son qui coupait, qui était horrible et tout. Et en fait, une vidéo avec un mauvais son, il n'y a rien de pire. Il vaut mieux une mauvaise image et un bon son que l'inverse. Et tu vois, tu dis quel est le secret d'une bonne vidéo? Moi je pense que c'est le son. Ah ouais. Le storytelling, Oui. Avec le son au-dessus et bien sûr l'image. Mais je suis complètement d'accord et c'est très difficile. Et donc voilà, pour les influences, il y a tout ça, la littérature aussi. En ce moment, je suis plutôt dans la science-fiction. Donc tout ça m'inspire en fait. Vraiment, vraiment énormément. C'est pas une inspiration toujours consciente. Beaucoup de choses sont inconscientes. En tout cas, ça m'alimente, ça me nourrit. Ça nourrit mon imagination. C'est marrant parce que c'est assez rare qu'on cite la littérature comme source d'inspiration pour la photographie. Alors que je suis le premier à trouver qu'il y a des livres, enfin tu lis un Haruki Murakami, tu as des images qui sont dans ta tête. Ben voilà. C'est pas... le petit journal de bord non, comme c'est celui le journal d'un coureur de fond là. Tu sais, celui-là je l'ai pas lu, mais j'ai lu l'essentiel des autres. Et c'est tellement imagé, tu visualises, tu lis 10 pages de Murakami. Déjà, il peut passer 10 pages à te décrire une chose et tu as une image très précise en tête quand tu as fini de lire. C'est ça qui est fou. Ouais. Quoi. Bien sûr. Et moi, la littérature, c'est par rapport aux ambiances dans lesquelles ça va me plonger. C'est le mood, en fait. J'aime les mélancolies, j'aime le mood. J'aime ça, j'aime l'intériorité des personnages. Ouais. Et je trouve qu'en photographie, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a affaire à des êtres humains. C'est difficile de savoir ce qu'il y a véritablement dans leur tête, quelle que soit leur attitude physique. On peut avoir quelqu'un de très expansif, mais quelqu'un qui peut être profondément triste et dépressif, ou à l'inverse, quelqu'un d'un peu fermé, quelqu'un qui a une sérénité, une grandeur à l'intérieur, etc. Et ce que j'aime dans la littérature, c'est ça, c'est que, entre autres, j'adorais Stephen King quand j'étais gamin aussi, c'est de rentrer en détail dans la tête des gens, quand ils sont en train de se décrire, en train d'interagir avec les autres et tout. C'est là, ça tourne en fait sur l'autre, paradoxalement. Et donc, en photographie, ça peut m'aider à ne pas trop préjuger des choses et à dépasser cette apparence, ou en tous les cas, à travers la photographie, c'est de montrer cette complexité. Moi, la littérature, ça m'aide à ça, en fait. C'est l'image intérieure, finalement, des gens, quoi. Complètement, ouais. Question suivante. Qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi le petit truc qui fait que tu décides de prendre une photo à l'instant T?
Je pense que j'essaie de réfléchir rapidement tout à l'heure quand tu disais qu'on allait aborder cette question. Je pense que la première chose, c'est l'instinct. Alors l'instinct, moi, comme je le pose, c'est cette petite voix intérieure qui fait que ton regard est attiré, que tu regardes quelque chose. Le fait simplement que plusieurs de tes sens, et le premier, la vue, étaient attirés par quelque chose, ou ça peut être le son, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau, il l'a processé ça, que tu le veuilles ou non. Donc à un moment donné, il y a trouvé un intérêt, que ce soit un intérêt de curiosité, un intérêt de choc, un intérêt de je sais pas quoi. Et donc en fait, je me fie énormément à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va m'attirer, et je me dis tiens, eh ben je vais aller voir cette proposition. Une fois ça fait, je vais commencer à shooter sans trop essayer de rationaliser, sans essayer de passer par les cases analytiques en disant ah pourquoi, comment et est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Par défaut, je vais photographier. C'est ça en fait qui va faire que je vais déclencher. Mais une fois que le processus de déclenchement est enclenché, alors c'est pas toujours vrai, mais en tout cas c'est vrai pour le mariage. J'essaie de déclencher beaucoup jusqu'à ce que l'image qui s'est formée dans ma tête soit dans mon appareil photo. Dans le sens où, et tu disais à un moment donné, mes images sont au cordeau, je suis très exigeant, et cette exigence que j'ai par rapport à moi et puis d'autres, dans le cas d'un workshop par exemple et autres, ou même en tant que compagnon ou papa, eh ben, je la retrouve cette exigence dans mes photographies, dans la manière dont les éléments entre eux vont parler, dans la composition cordeau, ou alors en couleur, tu me disais également, c'est-à-dire que s'il y a un propos en couleur, même dans le micro-détail, eh ben ça je le vois en fait moi. Et en tous les cas, je vais le chercher. Donc même si quelqu'un ne le voit pas en regardant une photo, moi j'ai cette intention-là. Et donc ce qui va déclencher, c'est l'instinct. Ce qui va finaliser, c'est quand j'ai l'image dans la boîte qui correspond à ce que j'ai dans la tête. Alors on l'a pas toujours, mais si je peux l'avoir, je continue à photographier jusqu'à ce que j'ai ce que je cherchais. D'accord, donc c'est un cheminement en fait, c'est-à-dire que la photo, elle va arriver au fur et à mesure que tu vas les faire et t'ajuster finalement. C'est un processus, exactement. Et ce parallèle, cette image, cette métaphore du processus, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de choses dans ma vie en photographie. Et souvent, ce que je dis également, c'est que pour moi, la photographie, c'est ma manière d'être. Donc, il n'y a pas de différence entre moi photographe, moi papa, moi compagnon, moi ami, etc. C'est-à-dire toute cette philosophie que j'essaie d'avoir dans ma vie, j'essaie de la transposer dans la photographie. Et effectivement, je crois beaucoup au processus, aux petites étapes. Toi, tu penses à l'image du Lego. Alors moi, c'est marrant parce que mon image que j'utilise, c'est la muraille de Chine. La muraille de Chine, c'est des milliards de briques, ou en tout cas des centaines de millions de briques les unes sur les autres. Si tu les prends individuellement, c'est une simple brique. Par contre, à un moment donné, tu as des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui les ont assemblées, ça donne la muraille de Chine que tu vois de l'espace. Moi, c'est un petit peu ça. Donc, je crois à cette chose du processus, où il y a un début et il y a une procession, on ne sait pas où on va, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit s'engager dans un processus pour arriver à un résultat, quel qu'il soit. Je vais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. On parlait de ton usage de la couleur, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement. L'impression que j'ai eue en regardant ton portfolio, c'est que tu fais probablement plus de noir et blanc que de couleur, mais que quand tu fais de la couleur, elle a toujours un sens ultra précis. Et je vais même aller jusqu'à dire que les associations de couleurs dans tes photos couleurs ne sont jamais laissées au hasard. C'est-à-dire que si on prenait je crois que ça s'appelle un spectromètre, où il y a toutes les couleurs, tu sais, l'espèce de roue des couleurs là, où on te dit les couleurs opposées vont bien ensemble. T'as presque été les piocher dans ce truc-là pour qu'elles aillent bien ensemble. Mais c'est à ce niveau de détail-là. Donc justement, je voulais te parler de ça. Je voulais que tu nous expliques un petit peu cette vision que tu peux avoir de l'usage de la couleur et du noir et blanc d'ailleurs, parce que ça a aussi un sens dans l'autre sens. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant cette question parce que juste pour les auditeurs aussi, c'est vrai que je suis connu pour le noir et blanc. J'adore le noir et blanc. Dans mon travail personnel, 90% des choses est en noir et blanc. Quand je dis travail personnel, c'est mon travail photo documentaire. Effectivement, mais aujourd'hui, je suis dans une phase et on est dans une phase avec ma compagne Rocio de travailler plus en couleur, c'est-à-dire de voir les choses plus en couleur. C'est-à-dire que je m'ouvre encore plus à la couleur aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'avant, quand je dis avant, c'est par rapport à cette phase-là, quand je photographiais en couleur, déjà par défaut, je ne voyais pas les choses en couleur. Je voyais les choses, le potentiel noir et blanc des situations. C'est pour ça aussi que je passais à côté de certaines photos couleurs. Parce que je voyais le monde autour de moi avec le potentiel noir et blanc. En termes de lignes, en termes de matière, en termes de post-production derrière. Un ciel bleu, ça peut devenir noir. Du bois et de la roche, eh ben, c'est potentiellement quelque chose que tu peux retravailler, faire sortir en contraste, en densité, etc. La matière sur les visages, sur les habits. Donc en fait, je voyais ça. C'est-à-dire tout élément autour de moi était un élément potentiel que j'essaie d'optimiser pour le noir et blanc. D'accord. Ok.
C'est pour ça que beaucoup de mes photos étaient en noir et blanc. Par contre, à un moment donné, effectivement, tu as des éléments en couleur. Effectivement, si j'ai un propos en couleur, c'est quand il y a une logique de couleur, quelque chose qui est évident. Évident et pas si évident. Quand je dis évident, c'est justement des couleurs complémentaires. Tu vois, du rouge, du jaune, du bleu. Tout classique. Je sais que par exemple, les Touman, ils travaillent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, et même moi, ça m'arrive parfois de me dire, tiens, là, il y a un potentiel. Volontairement, je vais chercher des éléments dans mon cadre, premier, deuxième, troisième plan, qui vont se répondre les uns aux autres. Et comment on le fait avec Rossio, ça? Quand à un moment donné, il y a une couleur qui manque, par flash additionnel. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va rajouter ces couleurs qui nous manquent pour faire ressortir un élément principal. Je dis n'importe quoi. Imagine, il y a quelqu'un qui se prépare, qui a une robe jaune absolument incroyable ou un canapé qui est jaune. Ouais, super. Par contre, il manque de bleu et jaune et bleu, c'est incroyable ensemble. Van Gogh, c'est le king par rapport à ça. Donc, on voit une influence, par exemple, Van Gogh. Voilà. Donc, j'ai des images en tête, ces paysages provençaux où c'est juste incroyable. Et ben, on va rajouter un flash avec un gel bleu, même si c'est discret, mais j'aurai une pointe de bleu. Et cette pointe de bleu en post-production, je vais pouvoir la pousser après. Et donc voilà, c'est comme un peintre ou un sculpteur, je vais y aller par couche, etc. Et à l'inverse de ça, tu as aussi, et ça c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, en photographie couleur, c'est dans la nuance. C'est pas les trucs trop évidents, un peu où c'est rouge, jaune, bleu, où là c'est bam, ça flash. Mais aller chercher dans la nuance, dans la complémentarité, la nuance par exemple des cheveux avec quelque chose qui va être derrière, avec alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'appelle le boulot d'un coloriste. Et être coloriste en photographie, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, c'est la chose vers laquelle on essaie de tendre avec Rossio, à la fois quand on fait des photos maintenant et surtout comme on post-produit. Parce qu'en ce moment, on est en train de refaire un site internet, parce que le site internet, mon site internet, malheureusement, ça fait 6 ans que je l'ai pas mis à jour, donc il me représente très peu. Enfin, il me représente, je ne nie pas, parce que voilà, il y a majeure partie de ce que j'ai fait. Mais à la fois sur le design et le contenu, etc., c'est pas moi aujourd'hui, c'est plus moi aujourd'hui. Et donc, on essaie de s'adapter aussi à un marché, parce que trop souvent, on m'a fait la réflexion de, c'est quand même très dramatique, c'est très noir, etc. Ça a correspondu à une période de ma vie. Et effectivement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le fait aussi de rencontrer certaines personnes, on change en tant que personne, on évolue, on grandit. Donc, notre état émotionnel intérieur change. Et la couleur de cet état émotionnel, il peut changer. Et c'est vrai que mon état émotionnel a grandement changé ces dernières années. Et il y a beaucoup de parts de sombres qui sont moins là ou ont disparu, et plus de parts de lumière, d'ouverture. Et automatiquement, ça se retrouve dans mon image. Et en tout cas, ça se retrouve dans les images que je souhaite communiquer aujourd'hui. Alors tu parlais, je vais glisser cette image-là parce que je la trouvais très belle aussi. Tu parlais de subtilité. Tu as fait une photo qu'on peut encore voir sur ton site, qui est encore en ligne actuellement, qui est une photo d'une robe de mariée sur un mur vert pâle, qui est absolument extraordinaire. Et ça, en termes d'association de couleurs subtiles avec le petit rideau marron à côté, la petite lumière un peu jaune qui sont à côté, enfin, c'est du caviar, quoi. Ah ben voilà, alors ça par exemple pour moi c'est typiquement une influence de peinture de Hopper. Ouais. Très clairement, et de Hopper, c'est la symbolique. Alors vous savez, Edward Hopper, souvent il y a des personnages féminins esselés. C'est le grand motif récurrent de Hopper. Donc moi là, j'étais un mariage au Koweït, donc je ne pouvais pas montrer la mariée et la robe sur la mariée. Par contre, il y avait cette chambre, alors qui était pas du tout comme ça. Alors là, pour vous dire peut-être une illustration de ma manière de fonctionner, parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, donc je pourrais pas tout dire, bien évidemment. Mais c'est que là, j'ai absolument déménagé toute la chambre. C'est-à-dire, j'ai tout vidé, j'ai enlevé le canapé, j'ai tout enlevé. Il y avait des tableaux, c'était un palace, hein. J'ai tout enlevé. Et resté donc décroché à la post-production, j'ai enlevé les 2-3 petits marques de crochet qu'il y avait, et j'ai mis la robe ici. Donc, je parle quand même de la mariée. Je parle de ses choix, on a presque l'impression qu'elle peut habiter cette robe, et effectivement là tous les détails, c'est-à-dire les nuances de vert, les nuances du marron, de la plainte éventuellement, même je m'en souviens plus en détail, mais en tout cas le rideau, la lampe, tout ça s'est pensé dans les moindres trucs, les proportions, voilà. Et alors peut-être aussi pour dire, pour compléter tout à l'heure, et je t'avais averti en préambule qu'en off, que souvent je réfléchis en parlant et que les idées me viennent comme ça, donc désolé. C'est que également ce qui me fait déclencher, mais surtout aussi finir une séquence de photographie, c'est le plaisir que mon cerveau va avoir à regarder une scène. À un moment donné, ce que je vais voir va me satisfaire, je sais pas pourquoi. Et souvent, comme ce qui me satisfait, c'est l'homogénéité des éléments et les interactions des éléments que j'ai en face de moi entre eux. Et quand je sens que ma vision, mon cerveau, it's pleased, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est satisfait,
et ben c'est souvent que je sens que j'ai ma photo. Et là, en l'occurrence, pour cette image-là, et ben c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti que tous les éléments étaient en place. Voilà, il y avait une harmonie entre eux. En ça, je suis assez classique. Hein, je suis plus, voilà, j'adore la Renaissance, le baroque. J'aime, parce que pour moi, un petit peu, alors je crois, alors je suis plein de paradoxes comme beaucoup de gens, mais je ne crois pas en Dieu, je suis pas un religieux. Par contre, j'aime la peinture religieuse et j'aime le symbolique derrière et notamment l'équilibre avec les nombres d'or, l'équilibre, etc. Et je pense que chercher cette harmonie dans les images, encore une fois, c'est un processus pour chercher l'harmonie avec moi-même. Et quand j'arrive à l'atteindre, à le toucher du doigt dans une image, et ça, c'est inconscient, ça, c'est bingo, c'est là que je suis satisfait. Et en général, quand j'ai ce plaisir-là, c'est quand il y a une image qui tient la route, qui en est le fruit, en fait, de ce processus-là, c'est une image qui tient la route. Mais c'est marrant, en fait, parce que quand on voit tes images, on a l'impression qu'elles sont très réfléchies. En fait, je me rends compte que ta réflexion, elle est très en amont, en fait. Tu réfléchis beaucoup avant et tu es très instinctif sur le coup. Ah ouais, très instinctif sur le coup, même si rationnellement je vais analyser plein de choses, et c'est ce que je vois dans mes workshops justement, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte aussi par le fait de ces workshops où j'accompagne des gens sur, entre autres, sur des mariages, c'est toujours pareil, c'est-à-dire des choses qui vont être très faciles pour toi, Julien, je vais te les mettre en avant, tu vas dire mais non, et je dis si, ça te paraît évident parce que c'est toi. Il y a des choses qui me paraissent évidentes, qui le sont peut-être pas pour tout le monde, et on a chacun ses facilités. Moi, je pense j'ai une facilité d'analyser un environnement et de voir le potentiel et de dire toi si tu vas là-bas de ça il y a ça, est-ce que tu as vu ça là-bas, mais très rapidement. Et ça je l'ai constaté en bossant avec Rossio, je l'ai constaté sur les workshops. Donc effectivement c'est une réflexion pas mal en amont parce que à force d'en parler, de faire des workshops, de l'analyser parce que j'adore ça, et puis à force d'en faire, mais c'est que sur le moment j'essaie un peu quand même de déconnecter, même si rationnellement ça va vite. Et puis aussi il y a le travail de post-production. C'est-à-dire que ça, on l'oublie, mais il y a quand même 50% du travail, c'est quelle image je vais choisir et comment je vais post-produire cette image pour être au service de mon propos. On va aborder, on vient de parler de ton usage du noir et blanc et de la couleur. On va aborder le côté très graphique de tes images. Il y a quelques-unes de tes photos iconiques, j'aime pas le terme, mais c'est les photos pour lesquelles on te connaît finalement le plus, et quand on les voit on sait qu'elles sont de toi, qui sont des techniques photo très créatives. Ça sort d'où? Tu as parlé de tes influences tout à l'heure, mais tu réfléchis comment pour intégrer certaines techniques à ta photographie, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu tombes par hasard et tu te dis tiens ça serait bien dans un mariage, je peux essayer comme ça? Exactement, en fait c'est assez simple, et je me rends compte que finalement beaucoup de gens qui créent, que ce soit des chanteurs, des écrivains finalement on traverse un peu tous ces mêmes expériences, dans le sens où ça se trouve suffit que le matin d'un mariage, j'ai vu, je sais pas, un post sur les réseaux sociaux, ou la veille j'ai vu un documentaire, ou ça me donne une envie en fait, et je me dis tiens demain je vais essayer ça, ou en tout cas si le jour du mariage je dis tiens ça peut me permettre d'essayer ça. Donc en fait finalement les influences, et pour beaucoup de créateurs, c'est ça, hein. Même les plus grands, finalement, c'est pas le truc l'usine à gaz ou hyper trop réfléchi. Des fois, c'est juste le quotidien, ton gamin le matin, un truc que tu as vu la veille dans le journal, et ça te dit, ah bah tiens, j'ai envie d'essayer de reproduire ça, en tout cas de le mettre à ma sauce. Donc souvent, c'est ça à moi qui peut m'influencer, mais également, c'est ce que le lieu va me donner et la situation va me donner. Par exemple, je donne un exemple d'une image que moi j'aime bien, qui est très simple. Moi, je sais pas si tu la vois, je crois qu'elle est sur mon site. C'est un portrait d'un couple où le fond est noir, ils sont chacun éclairés. Elle est éclairée en rouge, lui il est éclairé en bleu. Ouais. Ok. C'était Sébastien Clavel qui était avec moi pour m'assister, un copain. C'était il y a 6 ans maintenant. C'était il y a 6 ans maintenant. Cette photo, elle est très simple. En fait, la contrainte fait la création. C'est pareil, c'est une tautologie de dire ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que plus t'as de contraintes et plus t'es obligé de te pousser, de réfléchir. Là, en l'occurrence, c'était chez eux, dans leur maison, une maison très modeste, assez petite, beaucoup de choses, donc pas très très élégant en termes de graphique, etc. Et à un moment donné, elle s'est préparée dans la chambre. La chambre était assez petite, il y avait le lit qui prenait 90% de la chambre. Je me suis dit, j'aimerais quand même essayer une photo sympa. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, il y avait pas mal, les gens, ils faisaient avec les LED, les LED, tu sais, les petits trucs de couleur, etc. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer quelque chose, mais à ma manière. Donc, ce que je me suis dit, bah, tiens, on va faire quelque chose. J'ai éteint toutes les lumières, j'ai mis le couple de mariée sur le lit, donc dans une chambre vraiment très simple, hein, sur le lit, et je me suis dit, à partir du moment où j'aime pas l'environnement, je vais cacher l'environnement, le noir. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est leur visage, donc je vais éclairer juste leur visage. Donc, j'ai éclairé des visages avec des LED de vidéo,
Et en plus, moi, devant mon objectif, j'ai mis 2 LED de couleur, les trucs, tu sais, que tu mets sur Les sapins les de sapins Noël. de Noël. Ouais. Ça coûte 3 euros. Donc à l'époque, beaucoup de gens utilisaient ça. Et beaucoup de gens ont fait en bouquet. Tu le fais en bouquet, tu le mets devant ton objectif, t'es à 1.4 et ça fait tout cet effet-là. Il y a eu une mode de ça à un moment donné. Et donc voilà, et j'ai créé cette image. Après, je l'ai jamais refait. Aussi, il y a une chose peut-être que tu as remarqué, ou en tout cas que les gens ont remarqué, c'est que je ne répète jamais 2 fois la même chose. Jamais. C'est-à-dire que moi, ça me serait insupportable de me dire j'ai ça dans mon savoir-faire et puis je vais répéter ces techniques-là. Alors bien entendu que je répète un savoir-faire et des processus, etc. Et bien entendu certaines techniques, mais en tous les cas, ça sera pas la technique pour la technique. Ça sera toujours la technique pour quelque chose de différent. En tous les cas, c'est ce que j'essaie. Et c'est ça qui me pousse à toujours être photographe et de mariage et pour le coup aussi à essayer de non pas de rester différent parce qu'en fait, et là j'anticipe peut-être une autre de tes questions, je me suis jamais dit je vais essayer d'être différent des autres ou je m'en fous complètement ça. Moi, je veux juste prendre du kiff à créer. Et on en parlait de ça avec Rossio récemment parce que comme tout le monde en ce moment, on va par des hauts et des bas. Ouais. Moi, je suis plutôt une personne positive et 85% du temps, je suis vraiment très bien. Je dis ça parce que je tiens un mood board, un tableau d'humeur depuis 3 ans où chaque jour, je note l'humeur du jour pour être sûr de me rappeler, tu vois, rationnellement. Et en fait, sur une année, en moyenne, j'ai 85% de mes jours où je suis très bien. J'en ai 5% où c'est excellent et j'en ai 10% où c'est normal et 2 ou 3% où c'est vraiment pas bien. Donc c'est très peu. Et on en parlait de ça l'autre jour parce que bon, encore une fois, on a tous des hauts et des bas en ce moment. Et je disais avec Rousseau, toi, je me rends compte que finalement, moi, j'ai besoin de créer. Quand je dis besoin de créer, c'est pas prétentieux, c'est juste créer à mon échelle quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose et simplement de faire des images, par exemple, de ma fille ou de ma compagne et puis de les mettre, les post-produire et que c'est fini, j'ai créé quelque chose et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cet acte-là. Et en mariage, j'ai besoin, au-delà de l'histoire, j'ai besoin de sentir que je crée quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. Et j'ai pas la prétention de me dire, je vais faire quelque chose de différent que personne n'a jamais fait. On a tous, tout a été fait, tout a été dit, tout a été pensé. Après, c'est juste des manières différentes de l'aborder. Mais il faut surtout pas avoir la prétention. Et je reprends les paroles de Jean-François Leroy, le patron de Visa pour l'image, pour faire un saut dans le monde du photojournalisme, qui est quelqu'un de très important dans ce milieu-là. Et souvent ils voient des jeunes arriver et puis ils ont l'impression ils ont tout inventé, quoi, ils ont tout fait. Et les gars, déjà la première chose, c'est de se renseigner sur les gens qui vous ont précédé et ce qu'ils ont déjà fait. Même il y a un siècle. Il y a des gens, il y a un siècle, ils ont fait des trucs de dingue. Donc, restons humbles, mais simplement, moi et moi, de faire quelque chose qui me semble nouveau pour moi, en tous les cas, qui a sollicité ma créativité, ma curiosité, ouais, c'est le kiff total. Alors justement sur le fait d'être créatif, t'as été un des premiers Français dans les concours à faire parler de lui par ce type de photos. Et ça a été pas mal reproduit depuis toi. Enfin, si on regarde aujourd'hui pas mal de productions, il y a beaucoup de gens qui refont un petit peu ce que tu fais ou qui s'en sont très fortement inspirés. C'est peut-être un petit peu exacerbé par le fait que tu formes du monde aussi dans le domaine. Mais comment est-ce que tu gères le fait d'autant inspirer directement tant de monde? Alors déjà, je vais miser, je pense pas inspirer tant de monde que ça, la première chose. La deuxième, il y a énormément d'autres photographes dans le monde qui sont hyper copiés, notamment je pense que les plus copiés en ce moment, c'est les Touman et Victor Lax. C'est une évidence. Après, à un moment donné, Daniel Guillard était beaucoup copié. Enfin bon, beaucoup de gens ont été copiés. Ça fait partie du jeu. En ce qui me concerne, je m'en fous royalement. Mais mal royalement. La seule limite à moi, c'est si quelqu'un me vole une image pour promouvoir son travail sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Au-delà de ça, je m'en fiche complètement. Mais vraiment, je m'en fiche parce que comme je dis souvent, une copie est toujours une mauvaise copie. D'accord? Ou alors si tu veux copier, fais-le, mais sois meilleur. Donc ça, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est bien de passer par des phases où on copie. À un moment donné, tous les plus grands artistes, je pense toujours à la peinture, eh ben, ils étaient dans les ateliers des grands peintres et ils copiaient. C'était des copistes. Et à partir de là, ou alors les gens de bande dessinée. J'adorais la bande dessinée, j'aime toujours ça. Et j'aurais bien aimé dessiner de la bande dessinée, mais j'étais pas assez bon. C'est aussi pour ça que je suis dans un métier où plus facilement de feignant, t'appuies sur un bouton et t'as l'illusion que tu crées quelque chose. Mais souvent, ben, tu passais par recopier. Astérix, Obélix, Lucky Luke, enfin toi, je recopiais. Et beaucoup de gens dans la BD ont fait ça. Puis à un moment donné, tu t'émancipes de ça. Et je pense que c'est ce qu'on appelle faire nos gammes.
Et à un moment donné, quel que soit le domaine artistique, on fait tous nos gammes et ça passe par la copie. Par contre, c'est nécessaire, mais pas suffisant pour moi. Après, c'est pas mon problème si les gens se contentent de ça. Et je juge pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun a des objectifs différents dans la vie. Donc, je vais pas juger. Encore une fois, ma seule limite, où là, je vais poser un jugement, c'est si ça dépasse le cadre de la loi et qu'on me vole ma propriété intellectuelle et créative pour se l'approprier. C'est ça ma limite à moi. Si on reste sur la communication et le côté, ce côté-là, t'as participé, t'as été récompensé à des concours photos de mariage à une époque où c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On va dire que vers 2010, gagner, avoir un award, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui où il y en a quand même beaucoup plus, il y a beaucoup plus de volume, il y a beaucoup plus de communication. Il suffit de voir quand il y a un concours qui rend ses résultats, combien de postes tu peux voir passer sur les récompenses. Qu'est-ce que tu penses, toi, des concours aujourd'hui? Alors, moi, les concours, je vais absolument pas cracher dans la soupe parce que je suis en partie le photographe que je suis grâce au concours et la personne que je suis. C'est un préambule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le type d'image que je fais, en grande partie, c'est grâce aux gens qui m'ont influencé, que j'ai rencontré grâce à ces annuaires qui organisaient des concours. Ma compagne d'aujourd'hui, je l'ai rencontrée grâce finalement au concours, parce qu'il y a une conférence Fearless, où j'étais speaker Fearless, parce que j'avais gagné des choses, etc. On en revient à toi, ta politique de Lego, moi, ma muraille de Chine. C'est qu'à un moment donné, c'est l'effet papillon. À un moment donné, moi, les concours m'ont permis d'être, avec toi aujourd'hui, m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Mais littéralement. Donc pour moi, les concours, c'est quelque chose, mais c'est toujours le cas, et ça a toujours été le cas, qui reste un outil, c'est pas une finalité en soi. Moi, je suis un professionnel de l'image, j'ai un business à faire tourner, et donc j'ai dû trouver un modèle économique. Encore une fois, comment on dit, c'est quoi l'expression? Contrainte comment on dit, en tout cas, la contrainte fait que tu es obligé de t'adapter et être créatif. Moi, j'ai toujours été mauvais avec Internet, les sites et notamment le référencement, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Catastrophique. Donc à l'époque, fin des années 2000, 2007, 2008, moi, j'y arrivais toujours pas, j'étais pas très bon et tout ça. Et je me suis dit, mais comment être visible sur Internet? Donc ça, c'était une contrainte, comme j'étais un peu feignant sur les bords. Et à l'époque, le site le plus visible, c'était WPGA. Je cherchais n'importe quoi lié à la photographie de mariage, WPGA sortait en premier. Donc je me suis dit, c'est simple, je vais être dans cet univers-là et puis je vais essayer d'être en premier résultat. Comme ça, si quelqu'un cherche un photographe, il va tomber sur ce site-là, qui fait le boulot bien mieux que je le ferais. Donc en fait, au début, c'était mon entrée. C'était un système de fainéant, de compenser des choses que je ne faisais pas, et un petit peu faire le coucou. J'allais dans le nid de WPGA, j'allais faire le coucou, suffisait que je gagne un petit peu, et puis j'allais être en première place. Ce qui s'avérait être vrai pendant des années, beaucoup moins maintenant, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, je me suis fait prendre dans le jeu aussi également, je suis quelqu'un de compétitif, toujours, donc le fait de gagner, ça me plaisait. Puis il y a l'ego. Pareil, je vais pas entrer dans les détails, mais à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la photographie de mariage et de famille aussi. Si on fait ce métier, c'est pas pour rien. Et je pense qu'on a une grande partie de nous a des déficits affectifs assez importants liés à nos histoires personnelles. Et si on photographie des gens le jour de leur mariage ou des photos de famille, c'est pas pour rien. Et ça, je le dis d'expérience, en tout cas avec les gens que j'ai rencontrés. Donc à un moment donné, on en manque de reconnaissance. Et moi, d'avoir cette reconnaissance, ça m'a aidé à un moment donné. Alors c'est plus le cas maintenant, mais ça m'a aidé à peaufiner ma structuration psychologique et émotionnelle. Clairement, ça, je suis transparent là-dessus. Et puis, ça a été un outil marketing pour promouvoir mon travail auprès donc de futurs mariés, bien entendu, et puis auprès aussi des photographes de mariage de cet univers-là, parce que j'adore enseigner sous forme de conférences ou de workshops. Et sans cette visibilité apportée par les awards, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui et qui représente aujourd'hui à peu près 30 à 40% de mes revenus. J'essaie de faire une synthèse un petit peu en anticipant pour donner un petit peu tout. Ça te dérange pas? Non, vas-y. Ouais. Et donc voilà par rapport un grand préambule par rapport au concours. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de concours, beaucoup de gens gagnent et je trouve ça super. Alors du coup, ça nous permet moins d'être visible, quoique, parce qu'un Victor Lax qui arrive à gagner 3 fois de suite Fearless ces dernières années, ça lui a quand même donné une grande visibilité. Et qui est complètement mérité. C'est un très bon ami à moi, Victor. Et puis aujourd'hui, je vois beaucoup de Français qui participent et qui gagnent. Il y a plusieurs groupes, dont un groupe, on est pas mal de Français, avec beaucoup d'échanges très constructifs qui ont permis vraiment aux gens de grandir en tant que photographe. Et donc pour moi, je vois beaucoup de bénéfices. Alors les côtés négatifs, on pourrait dire effectivement, ça
il y a des égos un peu surdimensionnés parfois, et puis ça déborde. Mais bon, ça c'est la vie. Et à la rigueur, si ça pose problème à des gens, bah t'es pas obligé de suivre ces personnes-là que t'aimes pas. Il y a rien qui t'oblige. Hein, première chose. Effectivement, ça enlève peut-être une certaine valeur. C'était le grand débat. Là, je suis en train de mettre en place un projet justement pour promouvoir, en tout cas mettre en avant justement cette production française. Je sais pas si on peut pas être French Touch. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais j'ai du mal à la voir, la French Touch. En tout cas, j'ai pas de recul pour le dire. S'il y en a une, peut-être, j'ai du mal quand même concrètement à la voir parce que je suis peut-être la tête dans le guidon. Je pourrais plus le dire pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Roumanie, pour la Russie. Ce serait plus facile pour moi de le dire que la French Touch. En tous les cas, voilà, je suis en train de mettre en place un petit projet qui est de promouvoir tous les awards des Français qui ont gagné en 2020. Et effectivement, il y a une masse, il y a une quantité énorme de photographies, donc on pourrait se dire ça individuellement, ça perd de la valeur. Oui, peut-être, mais et alors, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça reste, en tout cas, si on se rappelle que ça reste qu'un outil, c'est pas une finalité, mais un moyen. Comme tous les outils, il y a des bonnes manières d'utiliser et des mauvaises manières. Si c'est vraiment au service d'un travail, d'une philosophie de travail, d'un professionnalisme, sans vouloir écraser les autres, sans dire qu'on est le meilleur absolument, etc. Parce que c'est à un moment donné, c'est une image intentée, ça veut pas dire qu'on est le meilleur photographe. Moi, j'ai jamais prétendu ça et je le prétends absolument pas. C'est comme une compétition, à un moment donné, si tu gagnes régulièrement, ça peut valider que tu as un certain niveau. Mais en tous les cas, ça ne valide pas que tu es meilleur par rapport aux autres. Parce que dans le monde du mariage, c'est comme dans tout monde, il y a des mondes parallèles, il y a des styles différents. Et puis en tous les cas, en termes commercial, c'est pas parce que tu gagnes qu'automatiquement ça veut dire que tu as un bon business, c'est totalement à dissocier. Donc en fait, c'est juste un kiff de certaines personnes qui peut les aider momentanément, ce qui était mon cas, à structurer un modèle économique. Et si ça plaît pas à certains, bah tant pis, mais en tous les cas, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que qu'on respecte quand même les gens qui sont aujourd'hui là-dedans. Moi, ça m'a permis énormément d'être qui je suis, même si j'en sors aujourd'hui. Donc, je respecte les gens qui sont encore dedans. Et si ça a perdu un peu de valeur, il reste toujours certains concours qui ont une énorme valeur, comme Fearless ou alors il y a le WordPress aussi. Hein. Je veux dire, si à un moment donné, WordPress, il y a des catégories, il y a toujours quelques photos de mariage qui sont commencées. Il y a toujours cet espace-là que les gens peuvent s'approprier. Donc voilà, je sais pas si tu penses que ça répond à la question. Non, c'est pour avoir ton sentiment dessus, parce que moi, j'ai l'impression que c'est justement, ça a évolué. Depuis quelques années. C'est vrai que moi, quand j'ai connu ça, j'ai un rapport un peu particulier au concours parce que j'ai vraiment du mal à m'y astreindre, très sincèrement. J'oublie 9 fois sur 10 d'y participer. Mais quand j'ai connu les concours il y a 5 ou 6 ans et quand on les voit aujourd'hui, c'était pas la même ambiance. C'est devenu ce que... Je sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion quand tu es sur un mariage, que tu as un orchestre et que tu as un des mecs qui a fait The Voice, un des chanteurs. Ah, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'arrive tout le temps quand j'ai des orchestres sur un événement ou quelque chose. En fait, The Voice, c'est leur diplôme. C'est devenu ça. Tu t'en fous de trucs. Il faut arriver à un certain niveau de The Voice. Ça te valide totalement en tant que chanteur. Et ben, moi, mon impression des awards, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est ton diplôme, c'est ta manière. Quasiment personne n'a fait d'études dans la photographie, dans la photo de mariage. Enfin, s'il y a 10% des photographes de mariage qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont fait des études dans la photo, je pense que c'est un grand maximum. Donc finalement, c'est peut-être une façon aussi de valider son travail, ses acquis et sa compétence. D'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est devenu ça en fait. Autant avant, c'était peut-être un concours justement un vrai concours photo, c'est-à-dire qui est le meilleur, et qu'aujourd'hui, c'est plus cette validation qu'on attend. Ouais, peut-être. Il y a cette validation, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une validation vis-à-vis entre nous. C'est un entrisme en fait. Hein. C'est un entre-soi parce que honnêtement, vis-à-vis des clients. Je pense qu'il faut ni surestimer ni sous-estimer. C'est-à-dire ni surestimer parce qu'il y a beaucoup de clients et moi j'ai des collègues qui gagnent rien, qui sont pas dans ce monde-là et qui ont des business qui marchent du feu de Dieu. Et ni sous-estimer parce que à l'inverse, tu peux avoir des gens qui ça peut faire une différence. Alors moi ma stratégie c'était pas simplement de gagner des images. Pour moi c'était pas suffisant entre guillemets. Si je voulais gagner, c'est gagner. C'est soit être le premier, soit le top 5, soit le premier français, etc. Donc moi l'idée c'était d'être dans des positions de leadership. Toi, tu jouais à l'année, en fait. Pardon ? Tu jouais à l'année, en fait. Ouais, je joue à l'année, et puis une position de leadership qui permet de dire ça, pas simplement j'ai gagné des images auprès de clients potentiels. Là, je parle du monde vis-à-vis des clients pour pas sous-estimer cet aspect-là. Parce que pour moi, c'était un vrai plus de dire, d'une part, je gagne,
C'est ce que je mets dans le truc. Mais ça fait 10 ans que je gagne régulièrement et ça me permet d'avoir ces positions-là. Donc encore une fois, c'est un argument marketing que je vends comme tel pour signer des mariages. Si j'arrive à signer des mariages plus chers, ça veut pas dire que mes photos sont meilleures. Moi, 98% de mes photos sont les mêmes que n'importe quel photographe professionnel, sérieux, qui s'utilise un appareil faire la post-production. C'est clair et net, honnêtement. Hein. Sauf qu'à un moment donné, eh ben, c'est peut-être ces 2% de différence, c'est ces images qui sont un peu signatures, que les gens retiennent, qui vont être récompensées, qui vont faire un plus. Et c'est ce plus sur lequel je vais capitaliser. C'est ce plus sur lequel je vais et qui vont me permettre de justifier des prix plus élevés. Parce que sinon, comment tu justifies un prix 2 ou 3 fois plus élevé que la moyenne de tes concurrents si tu produis la même chose? C'est juste pas possible. Et les clients, ils sont pas bêtes, quoi. Tu vois. C'est clair. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc ouais, c'est un outil de validation, de diplôme, etc. Après, il y a manière de le faire. Comment tu le fais, comment tu te mets en avant, Si tu le fais sainement. Si tu le fais sainement, voilà. Encore une fois, c'est quoi la philosophie derrière, quoi. C'est quoi la personnalité que tu mets derrière? Pourquoi tu fais les choses? Et comment tu considères tes collègues? Comment tu te considères toi? C'est ça, en fait, moi, qui m'apporte peu. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les conférences, et j'en ai fait beaucoup dans le monde entier, et j'invite toujours les gens à y aller. Alors maintenant, tout est stoppé, mais parce que quand tu écoutes parler quelqu'un 1 heure ou 1 heure et demie sur scène, etc., et tu découvres autre chose. Tu découvres pas simplement des awards. Et souvent, les gens, d'ailleurs, qui sont dans ces conférences, pas toutes, mais par exemple, les Fearless, c'est souvent des gens qui ont gagné. Ouais. Et tu découvres tout un univers, et donc tu apprends à connaître les personnes. Tu vois, tu apprends le pourquoi du comment. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que moi, je peux pas renier ce monde des concours parce que ça a construit qui je suis aujourd'hui en grande partie. J'ai beaucoup d'amis très proches là-dedans. J'ai ma compagne, la vie, ça m'a permis de voyager dans le monde entier, de vivre à l'étranger, c'est ça qui m'a permis tout ça. Donc je peux pas renier ça, moi, aujourd'hui. Alors, puisqu'on parlait de l'envers de l'image, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. Cette image, c'est une photo d'un très grand groupe pendant un mariage. Et la photo est impressionnante dans le sens où avoir autant de personnes, il doivent être peut-être 40 dans l'image, avoir autant de personnes aussi propres, aussi nettes, avec la bonne expression. S'il y a un bébé qui a le visage légèrement coupé, c'est un max sur cette image-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette image-là et de la réalisation de cette image-là? Bien sûr. Alors pareil, je vais digresser parce que ça me donne l'occasion de parler de choses auxquelles je pense beaucoup en ce moment, comme je suis en train de refaire mon site. Donc moi, je viens du photojournalisme. Et le photojournalisme, au début, c'était des grands classiques. C'était Magnum, c'était James Nash Tway, c'était Henri Cartier-Bresson. Donc c'est tous ces gens qui ont des images d'une construction folle, qui tiennent, qui ont des fondations fortes, quoi. Donc où tout prend sens, où tu as des premiers, deuxième, troisième plans qui vivent, qui sont ensemble et qui se renforcent mutuellement. Donc moi, j'ai cette école où, quand j'ai une scène, j'essaie de composer mon image pour que tous les éléments viennent se compléter les uns les autres et que tous les éléments soient le plus lisibles possible. Et d'ailleurs, je dirais que c'est le fil rouge souvent de mon workshop et de ma conférence, c'est d'expliquer quels outils je mets à ma disposition pour arriver à cet objectif-là. D'accord? Donc moi, le kiff incroyable, c'est d'avoir des images où j'ai un maximum d'informations, que ce soit de l'information humaine ou organique ou du bâtiment ou des éléments factuels mais inorganiques, mais qui vont être ensemble les uns avec les autres pour avoir raconté un maximum d'histoire dans l'histoire. Ce que j'aime, c'est cette complexité dans l'image. Ok? Ça, c'était un problème même encore aujourd'hui parce que des fois, je m'attachais à la forme pour la forme. C'est-à-dire que c'était un peu comme un Rubik's Cube et le résoudre le plus rapidement possible. Ça, au bout d'un moment, ça m'a fatigué. En tout cas, ça me fatigue aujourd'hui parce que parfois, et ça, c'est la rencontre avec Rossio qui m'a fait ouvrir sur ça. Parfois, je passais à côté de choses plus importantes. J'en reviens à Steve Jobs. C'est que le plus important, c'est quand même de qui on parle, de comment on en parle et de qu'est-ce qui transpire dans une image et pas simplement le côté technique pour technique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un préambule pour dire que effectivement, mon kiff, c'est de faire ces images les plus complexes possibles mais qui soient quand même lisibles. Et pour en venir à ce groupe,
à un moment donné, cette technique-là, si j'arrive à la mettre quand même au service d'une histoire, et en l'occurrence là, une photo de groupe, c'est génial. Parce qu'une photo de groupe, alors je fais pas ça tout le temps, hein, mais si tu peux arriver à faire quelque chose de créatif, où tu vas comprendre, cette photo, elle va parler des gens, elle va parler des interactions des gens, etc., c'est absolument génial. C'est comme un livre que tu reprends et que tu peux lire encore et encore. Cette image-là, je l'adore parce que tu peux vivre longtemps avec cette image-là. Elle continue à inspirer. Parce qu'en fonction de ton humeur à toi, de où tu en seras dans ta vie, si tu es un enfant, si tu es un jeune adulte, si tu viens de te marier, si tu viens de te séparer, si tu viens d'être grand-père, etc., cette image-là, elle a une infinité de clés de lecture. Donc ça fait partie pour moi de mes grandes photos que j'aime beaucoup, effectivement. Donc ça, pareil, deuxième préambule. Donc ça veut dire que tout ça, j'ai parfois les intentions dans la tête, et comme on disait tout à l'heure, il se trouve qu'à un moment donné, boum, la situation fait que tu peux réaliser certaines choses. En l'occurrence là, c'est un mariage d'Allemand, dans le sud de la France. Alors, elle s'appelle Julie, je me souviens plus des noms du mari, je suis désolé, mais elle, c'est Julie. Et ils veulent une photo de groupe. Donc, je fais une photo de groupe et elle dit, ah, j'aimerais bien faire une photo de groupe dans cet escalier. Et effectivement, sur le côté de la propriété, c'est une abbaye dans le sud de la France. Il y avait un escalier, mais qui n'était pas très étroit, finalement. Il y avait quand même beaucoup d'invités. Et je dis, oh là là, bon, je veux bien, mais ça me semble un peu compliqué. Je dis, mais je veux bien essayer. Et alors là, c'est pas une caricature parce que c'était un cocktail, donc tous habillés avec le smoking. C'est les Allemands, ils changent en cours de journée, les Allemands, pour mettre le tuxedo et tout ça tout le temps. Et là, il y a peut-être, je sais pas, hein, facilement 150 personnes. Il n'y a pas tout le monde sur cette photo de groupe. Ok, il y en a d'autres où c'est plus large. Et je dis, il me faudrait que les gens aillent là-bas. Et là, mon pote, en 4-4-2, tout le monde là-bas, en 15 secondes. Tout le monde était en place. Le truc de dingue. Donc, je fais ma photo. Et ce que j'adore dans ces situations complexes, c'est ce que j'appelle quand le moment se casse. C'est-à-dire que c'est là où tu peux avoir ces éléments où tu peux absolument pas faire poser les gens, où tu casses le moment. Parce que chacun va revenir dans une attitude très naturelle et va commencer à faire quelque chose. Donc, systématiquement, c'est ce que je disais quand je disais que quand je photographie, je m'arrête jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout du processus, je me satisfais pas de ce que j'ai, parce que très souvent, les meilleures images, c'est juste avant ou juste après. Ouais. Mais le milieu, c'est les images les plus chiantes. Mais ce moment qui se casse, c'est comme un château de cartes, et c'est là que tu peux avoir quelque chose d'éventuellement intéressant. En l'occurrence, là, j'ai fait la photo normale. Après, j'ai switché au 70-200 que j'adore pour écraser la perspective, parce que les gens sont sur un escalier. Et quand c'est fini, je fais le naïf, je fais merci. Thank you very much, c'est bon, c'est tout bon. Les gens, c'est bon, ils savent pas trop, ouais, puis je continue. Alors, quand ils me voient continuer à photographier, ils devinent. Et à un moment donné, je continue à dire, non, c'est bon, je vous remercie. Et puis là, j'écrase ma perspective. Et là, je photographie, toi. Et je suis là où, sur le moment, rationnellement, je peux pas contrôler tout, mais j'essaie. Et c'est comme à un moment donné, tu t'en souviens, le Tetris, je sais pas si t'en souviens, ce jeu Tetris, c'est un Tetris où t'es là. Et je sais que Victor Lax, il a cette image aussi parce qu'il adorait le Tetris et ça se voit dans ces images où tu as tous les éléments et t'es là. Et tu sens à un moment donné que intuitivement, tu as une image, ce qu'on appelle une image pleine. Ouais. Et j'ai senti cette image pleine. Donc cette image pleine, pour résumer, je l'ai faite après une séance de groupe avec un 70-200 pour écraser la perspective où j'ai demandé aux gens de plus faire attention à moi, où j'attendais ce moment où on casse à la fin le contrôle qu'on a de soi-même, et il y a un petit côté facteur chance aussi, bien entendu. Mais comme on dit, la chance, c'est quand la préparation rencontre une opportunité. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. J'ai recadré très serré. J'ai fait en sorte que dans la post-production, que chaque visage soit au même niveau d'égalité, pour justement avoir cette lecture un peu complexe, un peu en zigzag, multiple. Voilà. C'est un entre-deux finalement cette photo. C'est un entre-deux, alors qu'elle a l'air archi préparée. Et tu te dis comment il a fait pour faire tenir les gens dans cette position pendant le truc. En fait, c'est... Alors, c'est un entre-deux. Et justement, pour finir là-dessus, c'était aussi une partie, je dirais, entre guillemets, de mon style, c'est ça. Et là, l'influence de la peinture est grande. J'adore donner le sentiment dans une image qu'il y a du contrôle, que c'est posé, etc. Alors que non. Moi, mon challenge, à chaque instant, c'est de faire une image qui te laisse à penser que c'est l'extrait d'un film ou d'une pièce de théâtre où tout est en place. Où tu dis, putain, la lumière est folle, l'attitude des gens, mais comment c'est possible? T'as l'impression que c'est du contrôle, mais non. C'est la vie, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer, et ça, c'est encore une fois une philosophie personnelle, que dans la vie, en fonction de comment tu regardes les choses, tu peux les voir d'une manière absolument incroyablement belle. C'est juste une question de perspective et de comment tu regardes les choses. Il suffit de les regarder de la bonne manière, sur le bon angle, avec la bonne intention. C'est pas toujours possible, mais en tous les cas, parfois, c'est là. Et quand c'est là, cette beauté,
Ouais, alors là, c'est le kiff total. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est jouissif. D'accord, faut juste écouter son instinct pour choper le bon moment. Euh, Si on parle côté plus business de la photo, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? Tu dis que tu as plusieurs activités. C'est les mariages. Je dirais que c'est les mariages. C'est ce mariage, je pense que c'est 60 à 65% de mes revenus. Je fais plus de corporate, je fais pas de séance famille, je fais pas de studio. Je me suis dépouillé de plein de choses et le reste, c'est du workshop, conférence et coaching. Voilà, mentoring avec des photographes. Je n'ai pas, alors je gagne correctement ma vie, dans le sens où correctement ma vie, ça me permet de payer mes charges. J'ai pas des charges très élevées, ça c'est toujours été ma philosophie. J'ai pas de crédit voiture, j'ai un petit appartement, parce que je place dessus de tout, ma liberté et le temps que je veux avoir pour ma famille et pour moi-même. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, je pense, mais les sacrifices que ça amènerait me rendraient profondément malheureux et je ne le veux pas. Donc aujourd'hui, je suis pas un photographe qui shoot beaucoup de mariages. Je gagne pas spécialement excessivement bien ma vie. Mais ça, en fait, ça me permet d'avoir, je me rends compte par rapport à beaucoup de gens, un temps incroyable. J'ai énormément de temps pour moi. Énormément. Et ce temps-là, je l'ai pour moi, je l'ai pour ma fille, je l'ai pour Rocio, je l'ai pour la vie, etc. Et donc en ça, la photographie, notamment la photographie de mariage, est totalement adaptée parce que c'est des one-shot. Même les workshops, c'est des one-shot, c'est relativement bien payé, et après j'ai une liberté totale. Plutôt qu'un engagement au long cours, comme un salarié ou une boutique et tout ça, c'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est pas ce temps pour toi qui te rend plus performant, justement? Oh bah je sais pas, il y a pas de réponse, il y a pas de réponse. En tous les cas, encore une fois, c'est moi, hein, c'est moi et moi là. En tout cas, c'est ce qui me rend heureux. Et ce qui est clair que si je vais à un mariage où j'ai la patate, je suis content d'être là et j'ai l'énergie physique et mentale et émotionnelle, c'est clair que je vais être bien meilleur que si par ailleurs je suis accaparé par plein de contraintes matérielles, émotionnelles, etc. Ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris et c'est ce que j'ai envie de vivre. En fait, j'ai plus envie. Oui, j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir des choses qui sont limitantes pour moi ou négatives, comme des relations toxiques, comme des situations professionnelles toxiques. Si à un moment donné quelque chose m'emmène plus de négatif que de positif, même si potentiellement ça peut me faire gagner beaucoup d'argent, c'est pas ma vie en fait, c'est pas grave. Ma fille, elle héritera d'un petit studio, elle aura pas héritera pas de voiture, pas d'un patrimoine incroyable, mais c'est pas grave. En tout cas, ça c'est pas mon objectif à moi. Voilà. Et effectivement, ça alimente certainement le fait que j'ai envie d'être créatif, j'ai envie de et plus en plus aussi, et ça c'est l'influence de Rocio, je suis hypersensible, tu me rends compte, je me rendais pas compte avant, mais je pense que je suis quelqu'un quand même d'hypersensible. Je pleure assez facilement et je suis beaucoup plus sensible à mes clients, c'est paradoxal, hein. Mais comme je te disais avant, j'étais un peu, avec mon ami Christophe Viseux, on avait cette image, on était un peu des mercenaires. C'est-à-dire que moi j'arrivais sur le mariage, bam bam bam, je dégainais, je faisais mes trucs, je performais. Voilà, je prends un peu l'image de la performance. Pour moi, un mariage, c'est une performance. Je délivrais et c'était fini, basta, yalla. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que le fait d'être papa avec ma fille qui grandit, le fait d'être une compagne qui est très, très dans l'empathie, très, très humaine, etc., je prends beaucoup plus ça en considération. Et ça se ressent aujourd'hui dans mes images qui seront peut-être moins impressionnantes, mais qui, en tous les cas, quand je les livre à mes clients, vont encore beaucoup plus en profondeur qu'avant. Voilà. Et alors, idéalement, c'est le Graal, si j'arrive à connecter que formellement mes images atteignent mes objectifs formels, artistiques, créatifs, et bien sûr avec le sens que ça a pour les gens et émotionnellement, là c'est le top. Parce que du coup, et c'est ce que je dis à mes clients, n'importe quel photographe que tu prends, tu pourrais le prendre au hasard, tout le monde est professionnel et tout le monde va donner un boulot qui va être propre dans les délais qu'un album. Tout le monde, je veux dire, ça serait vraiment rare de se planter. Après, comment faire la différence? Donc moi, ce que j'explique à un client, c'est que la différence, c'est que moi, je vais vous raconter cette histoire, comme n'importe qui d'autre va pouvoir faire. Mais par contre, ce que je vais essayer d'emmener, c'est que dans le best-of et dans quelques images, ça va être des images vraiment uniques, avec une vraie personnalité, un vrai truc, quoi. Des images, alors peut-être pas iconiques, le mot est trop fort, mais un vrai truc qui se distingue, où tu sens que si tu es sensible à l'art, à la photo, en particulier au cinéma, tu vois la différence. Tu la vois. Tu as une patte, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est que je connecte les deux. C'est ce qui justifie une différence éventuellement avec la concurrence. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. Ça, et la consistance aussi.
C'est-à-dire d'un mariage du début des préparatifs jusqu'à la fin. Être consistant dans la qualité moyenne haute de ce que tu fais, ça c'est compliqué. Et ça fait la différence avec la concurrence. Oui, c'est de pas t'endormir au milieu de la soirée dansante parce que t'es cramé de ta journée, quoi. Il y a ça, et puis pas être, ce que je vois beaucoup aussi, c'est être un peu faible techniquement au niveau de la soirée. Souvent, c'est classique, hein. T'as des très bonnes images en préparatif, où t'as le temps, où t'as la lumière qui est plutôt bonne, où t'as plutôt de l'espace, et plus la journée va, où t'as déjà plus de contraintes, notamment l'église, elle a beaucoup plus compliqué de gérer la lumière. Cocktail, ça va encore. Puis alors là, dès que tu viens en clair-obscur et la soirée, c'est là que le niveau, souvent, il baisse radicalement, parce que les gens n'arrivent pas à formaliser techniquement la vision et l'idée qu'ils ont dans la tête, parce que tu arrives, même encore moi, j'ai énormément de déchets en soirée. C'est compliqué de réaliser vraiment des choses. Il n'y a pas de venues qui sont les mêmes, et c'est dur. Et c'est en ça que la technique flash, entre autres choses, est super importante. Et c'est là que, c'est comme la course à pied. J'adore la métaphore. Je veux dire, quand tu fais un départ d'un ultra, ou d'un trail, ou d'un marathon, t'en as toujours qui partent bien en tête. Tu sais, mais moi, je me connais. Ouais. Donc, je pars à mon rythme, et je sais que quand je pars à un mariage, je me connais, je sais où je vais arriver. Et je laisse les autres partir à leur rythme, etc. Et je sais qu'ils vont s'essouffler. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des mariages. C'est une petite anecdote. D'habitude, j'en raconte plus, mais ça m'est arrivé malheureusement sur des mariages où j'arrive sur des mariages, j'ai beaucoup de pression. Les clients mettent de la pression en me disant, oh, Franck, on attend beaucoup de toi et on a vu ton travail. Ou d'autres photographes aussi. Parce que souvent, j'arrive dans des très gros mariages, je suis pas le seul photographe, notamment au Moyen-Orient. On peut être 3, 4, 5, 6 photographes. Je suis le photographe le plus payé, le plus cher, et je suis soi-disant le photographe artistique. Donc j'ai beaucoup de pression. Et des gens, notamment en Asie ou au Moyen-Orient, ils savent pas sur le moment qui je suis, parce que je suis souvent l'occidental qui est amené, tout ça. Et entre-temps, ils se renseignent. Et voilà, ils se rendent compte que je suis photographe français, qui a eu ça, etc. Et donc du coup, ils sont aussi compétitifs, et du coup, ils se mettent en compétition avec moi. Et je le vois. Donc des fois, c'est pas super parce que ils vont se mettre devant toi, ils vont essayer de te gêner, ils vont essayer de te copier, ou ils te montrent sans arrêt ce qu'ils font. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Et à chaque fois, alors moi, j'ai aucun problème avec ça, toi. Mais ça m'arrive régulièrement, les mecs, tout au long de la journée, sauf qu'au bout de 8-10 heures, tu les sens un peu moins bien. Puis alors après 10-12 heures, où moi, là, j'ai un deuxième souffle et j'ai pète la forme. Et là, ils sont complètement déchirés. Et je sais que du coup, en qualité, c'est plus là. Voire, ils quittent le mariage parce qu'ils ont fini leur truc et ça. Et moi, c'est l'effet du Racel, tu sais, le petit lapin. Et alors moi, je suis comme la fleur au bec, tu vois, et là j'ai la patate. C'est comme la course de fond. C'est pour ça que j'adore le sport d'ultra endurance. C'est parce que je l'applique à mon business d'une manière générale, sur une année, sur des années, et je l'applique aussi sur l'échelle d'une journée. C'est-à-dire, c'est vraiment un processus où il faut être endurant, il faut se faire confiance, tu connais tes limites et tu sais ce qu'il faut, ce que ça nécessite pour aller jusqu'au bout. Et j'adore le sport pour ça parce que ça m'aide énormément à dépasser à un moment donné quand j'ai une limitation physique ou technique le jour de mariage. Je me dis non, j'applique un processus et si je suis ce processus, ça va me sortir de ce mauvais pas. Enfin, voilà, on pourra en parler des heures, hein, mais j'adore ces parallèles. Si je reformule ce que tu dis, en fait, c'est la constance. En fait, moi, quand quelqu'un me demande un conseil de boulot ou de quoi que ce soit, d'ailleurs, la première question que je pose, c'est la constance. C'est est-ce que tu fais régulièrement quelque chose? Tu veux lancer un podcast, est-ce que tu es capable de lancer régulièrement un épisode à la même date tout le temps? Tu fais un site web, est-ce que tu es capable de publier régulièrement à la même date toutes les semaines un article? Tu veux te développer sur Instagram, est-ce que tu es capable de publier tous les jours? Et tu le vois si tu le fais que l'exemple d'Instagram. Essaye pendant un mois de poster une photo tous les jours et tu vas voir que ça grimpe régulièrement. Et à partir du moment où tu arrêtes même 2 jours pour rien, ça baisse instantanément. Ouais, et tu repars de beaucoup plus bas. Je me rends compte parce que moi, là, j'étais très actif avant sur Instagram, je suis plus depuis plus d'1 an, là, qui sont les Covid et tout. Donc, c'est ma faute, hein. Du coup, j'ai perdu quelques centaines. Donc, mais ça baisse régulièrement. Ça baisse régulièrement et je me rends compte. Ça aide pas à l'engagement et t'es moins visible. Ouais. Et en fait, c'est très facile d'avancer quand t'es dans une bonne spirale. Le bon côté, c'est que t'as une certaine tolérance aussi quand tu t'arrêtes un petit peu, mais par contre, ça part très vite aussi dans l'autre sens. C'est comme les gens qui maigrissent et qui grossissent, qui se rendent pas compte qu'en fait, si t'es sérieux pendant 3 semaines et que tu fais un écart, tu prendras pas de poids. Si tu fais plusieurs écarts d'affilée, tu te remets dans le mauvais sens en fait, où tu vas reprendre du poids, même si tu redeviens de temps en temps
Même si tu refais attention de temps en temps, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de te dire. Je pense pas. Si, la constance, la régularité, la constance. Et la régularité. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et ça, il faut se projeter sur la durée. Et l'avantage d'être un vieux de la vieille, comme tu disais, gentiment, c'est que quand t'as le recul de 20 ans, ben, ça t'apporte ça quand même, une certaine, pas sérénité, mais une certaine manière de dire, oui, c'est des choses prennent du temps parfois. Et souvent, c'est le principal conseil que je donne aux gens, des fois, qui viennent vers moi, notamment pour les concours, parce que voilà, les gens veulent participer, et je leur dis, il faut son temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Sois patient. Faut pas le prendre trop personnellement parce que sur le moment tu peux t'enflammer. Puis après tu as une période à vide. Voilà. Les choses prennent du temps et il faut s'inscrire dans la durée. S'inscrire dans la durée. Et moi c'est une manière de passer aussi cette situation. On en a pas parlé, mais de crise de Covid qui m'impacte radicalement. C'est que pareil, je m'inscris sur la durée. C'est-à-dire je suis en train de faire des choses qui pour moi je considère 2021 déjà comme mort. Et je m'inscris pour l'après, en fait, pour les 5 ans qui viennent. Donc je fais des choses pour les 5 ans qui viennent. Je m'inscris sur cette durée-là. Parce que j'ai déjà cette échelle de temps. Je l'ai expérimenté physiquement. Donc je sais de quoi je parle, du coup. Et donc, de me permettre de m'inscrire dans la durée, ça te permet de passer les petits accros un peu du quotidien beaucoup plus facilement. C'est peut-être pour ça que tu es très positif tout le temps. Ouais, je pense que je suis une personne positive. Honnêtement, alors quand je le suis pas, du coup, ça m'arrive rarement, mais quand je suis pas, du coup, ça me surprend moi-même et les gens autour de moi. Mais ouais, je pense que je suis assez positif. Tu t'en rends compte aussi. Enthousiaste ou positif, ouais. C'est clair. Si on parle de ton côté formateur, alors on en a parlé, tu as la réputation d'être très très exigeant. Il y a une chose que j'ai découverte récemment, que j'avais pas compris clairement en tout cas. Je vois souvent des collègues photographes de mariage qui sont second shooters avec toi, donc j'avais l'impression qu'ils second shootaient normalement avec toi. En fait non, tes formations, c'est des vrais mariages. Ouais, alors effectivement, et d'ailleurs ça me permet de parler de nouvelles choses après, tu verras. En fait, je fais plusieurs types de workshops. Donc je suis invité pour faire des workshops dans le monde entier, donc c'est pas moi qui organise. Donc là, il n'y a pas de mariage, c'est tout classique, une journée, 2 ou 3 jours, 2 jours maximum, souvent à l'étranger. Et en France, j'organise mon propre workshop qui s'appelle le Delight Workshop, qui a lieu la semaine prochaine. Enfin, du coup, là, quand vous aurez diffusé, a priori, le workshop sera passé et on n'aura pas eu le confinement. Et donc ça, c'est moi qui l'organise. Là, il n'y a pas de mariage, c'est juste une formation théorique, même s'il y a des petits exercices pratiques. Mais j'ai un deuxième workshop en France que je fais avec Eyes in Progress, qui est un organisme qui est absolument incroyable, d'ailleurs que je vous invite à aller visiter parce qu'ils font pas du tout que le mariage. Moi, je suis le seul photographe de mariage et il y a du portrait, il y a du reportage, mais vraiment avec des noms. Alors moi, très humblement, même encore aujourd'hui, je suis étonné d'être associé à ces noms-là parce que c'est des gens qui sont dans le livre d'histoire de la photographie, mais vraiment des très très grands noms de la photographie. C'est des stages incroyables. Vraiment, je vous invite. Eyes in Progress. Et donc depuis 6 ans maintenant, je travaille avec Véronique Soutra, qui est la fondatrice de Eyes in Progress, pour donner un workshop de mariage qui dure 5 jours. Et la grande particularité de ce workshop, et je pense que c'était le seul premier à le faire en tous les cas à l'époque, et un des rares aujourd'hui, à aller avec les étudiants shooter des vrais mariages. Idéalement, on a 4 mariages. Donc en fait, le workshop c'est 5 jours, c'est souvent mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, on voit la théorie, je présente, etc., etc. Le samedi, on fait des binômes. Chaque binôme a un mariage complet. Et le dimanche, on dérush, on sélecte, on édite et on présente au groupe. C'est pour ça que je suis très exigeant et c'est très intense. Et donc le binôme, comment ça se passe? 4 mariages, je divise ma journée en 4, d'accord? Donc je passe 3 heures avec chaque personne, un préparatif, un souvent cérémonie, un cocktail couple et un soirée. Et je passe 3 heures avec chaque binôme et alors là, on met en pratique ce qu'on a vu en théorie les jours précédents. Quand je dis en théorie, toi Julien, c'est vachement important quand tu es là, de tourner autour de ton sujet et puis de voir tous les angles, tu vas me dire ouais, bien sûr. Mais sauf que quand on est sur le mariage et que ça va vite et que là je vais dire toi il y a ça, est-ce que tu avais vu ça? Non, t'es comment? Est-ce que tu as pensé à tes settings? En fait, est-ce que tu as pensé aux 97 petites choses qu'on avait vues et qui sont faciles? Je prends toujours cette image là en fait. Si je t'explique comment faire un revers au tennis, en théorie, je peux être le meilleur joueur du monde. Là, tu vas prendre un Roger Federer, tu te dis, regarde, tu vas décomposer ton jeu, etc. Sauf que Roger Federer, ça reste un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il est capable d'appliquer une certaine technique. Il l'a répété des centaines de milliers de fois dans pratiquement toutes les situations. D'accord? C'est pareil que la photographie. Être assis derrière son computer et écouter quelqu'un qui va te dire des banalités sur la photographie parce que je dis que des banalités, pas compliqué. Sauf que la particularité de la photographie, comme toutes ces autres choses, c'est qu'à un moment donné, tu dois appliquer des dizaines de petites choses simples
mais bout à bout ou concomitantes en permanence pendant 10 ou 12 heures. C'est ça la difficulté. Et c'est ça qui fait la différence entre un très bon et un excellent photographe. C'est cette capacité d'appliquer un certain nombre de concepts, d'idées très très rapidement, de s'adapter et d'une manière continue pendant 10, 12 ou 14 heures. Et alors là, et c'est ce que je démontre avec mon workshop, physiquement. Alors malheureusement, des fois, je pousse des gens un peu trop et j'en fais pleurer. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois, de faire pleurer une personne, parce que je peux être aussi je suis dans mon truc, donc je vais être un petit peu rude sur le moment, mais c'est jamais malveillant, c'est vraiment pour montrer. En fait, ce que je dis aux gens, c'est, je vais vous montrer, parce que les gens, quand ils viennent à mes workshops, ils disent, et là, je le vois encore, je prépare mon workshop là pour la semaine prochaine, ils me disent, donc, qui a lieu au mois de février, désolé pour les auditeurs, il y a un décalage. Ils me disent, c'est quoi vos attentes? Et beaucoup de gens disent, mes attentes, c'est simplement de savoir, voilà, qui tu es et quel photographe tu es, quelle est la personne derrière le photographe, comment tu fonctionnes en fait. Et donc moi, le workshop, je suis exigeant parce que je leur dis, en fait, cette exigence, je l'ai avec moi-même. Donc je vais vous montrer dans quel état physique et émotionnel je suis quand je shoot. C'est pour ça que je pousse les gens beaucoup, un peu dans le retranchement volontairement, à la limite, parce que c'est un cas d'exercice. Et je leur dis, voilà, vous avez touché du doigt ce que j'essaie de faire le jour d'un mariage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il faut se l'approprier. Question suivante, un peu plus personnelle. Comment est-ce qu'on gère d'être un couple de deux des photographes de mariage les plus reconnus au monde? Est-ce que vous vous influencez? Est-ce qu'il y a des projets ensemble? Bien sûr, alors c'est très positif. Il y a honnêtement que du positif. Il y a absolument ni jalousie ni rien du tout. On se porte. C'est ma philosophie du manière générale dans la vie et en particulièrement de la photographie, tu vois. C'est-à-dire que mes collègues ne sont pas des concurrents, mais ce sont des collègues. Donc j'essaie d'être le plus disponible et aidant possible. Donc avec Rocio, elle m'a on s'est influencé mutuellement très positivement. Elle, comme je t'ai dit, elle m'a ouvert sur mes propres émotions, à accepter beaucoup plus d'émotions en moi, à accepter beaucoup plus de choses en moi, positives, parce que j'avais du mal à avoir des choses positives en moi, même si je suis optimiste et tout ça, je suis très très critique. Et donc elle m'a appris à m'accepter, mes qualités comme mes défauts, et à m'ouvrir aux autres en fait. Et cette acceptance et cette ouverture vis-à-vis de moi-même, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus aux autres. Et donc ouvrir ma photographie. Et donc automatiquement ça, c'était ma plus grosse influence avec Rocio, c'est-à-dire cette ouverture et cette empathie. Et elle, ce que je lui ai appris et ce qu'on essaie encore même maintenant en vidéo, c'est cette exigence de la forme. C'est-à-dire pousser, être vraiment méchant. Vraiment chiant, dans le micro-détail, et pousser la composition, pousser le cadre, pousser jusque le plus loin possible. Et là, et du coup, jusqu'à la rupture parfois, dans le sens où, non, là, c'est trop, et voilà. Je donne un exemple, là, on a eu une petite commande corpo au mois de novembre, on a fait c'est ce qu'on fait maintenant, on fait des portraits de créateurs ou d'entrepreneurs, des portraits vidéo de 2, 3, 4, 5 minutes ou qui mixent photo et vidéo, interview. Alors c'est là qu'on a du son, lumière continue, enfin on pousse vraiment le truc à fond en ce moment. Et à un moment donné, on a dû faire, on n'était pas bien équipé, mais on voulait faire un petit plan très simple en l'occurrence. C'est une photo de la grand-mère de cette personne qu'on interviewait. Et donc au départ, on a le focus sur la grand-mère et on zoom in. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'image et là, progressivement, le zoom, il change et le focus est fait sur le reflet de la personne qu'on interviewe qui est éclairé sur le côté. Tu vois, un truc très classique de documentaire. Sauf qu'on n'était pas équipé pour, etc. On a mis 2h30 à faire ce shot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le voulais et on pouvait pas. Et Rocio, à un moment donné, elle en pouvait plus. Elle disait, et tant qu'on l'avait pas, j'ai poussé. On a mis 2h30 pour le faire, on l'a fait, c'est simplissime. Quelqu'un qui a le bon équipement, il le fait rapidement, mais on l'avait pas. Mais on a accroché, et je lâche pas en fait. Et c'est ça aussi le sport, ce qui m'aide. Je lâche pas. Je suis vraiment un roquet, quoi. Je lâche pas. Et donc j'ai apporté ça à Rocio. C'est-à-dire qu'avec son image pleine d'humanité, pleine de contact, de hugs, d'amour et de tendresse et d'affection, je l'ai amené à peaufiner cette œuvre un peu brute pour avoir des images beaucoup plus construites, beaucoup plus composées. Voilà, je l'ai poussée à être beaucoup plus exigeante. Et ce que j'aime aussi avec elle comme avec d'autres, c'est en ça qu'on était mutuels, c'est finalement, des fois, je crois plus en certaines qualités des personnes que eux-mêmes. Elle m'a emmené à croire plus en mes qualités et à minimiser mes défauts. Elle m'a aidé en ça. Et moi, je l'ai aidé elle et puis d'autres personnes à croire plus en elle quand je vois le potentiel. Je fais pas ça avec tout le monde. Des gens où je sens qu'il n'y a pas le potentiel, je vais pas faire ça parce que ça serait du sadisme pur et dur, dans le sens où tu vas être méchant pour être méchant. Mais à la rigueur, c'est un truc classique aussi, je vais être plus dur avec les gens qui ont le plus de potentiel. Quelqu'un qui va être vraiment, je sens qu'il y a du potentiel, là je vais être intransigeant et je vais pousser, je vais être dur avec ces personnes-là. Parce que je sais que derrière, il y a une pépite en fait. Voilà. Oui, ton boulot en fait, c'est de découvrir la pépite.
Ah, mais S'il n'y a pas complètement. de pépite derrière, ça sert à rien de creuser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, j'adore faire ça avec les gens. Et d'ailleurs, excuse-moi, est-ce que je peux me permettre de compléter par rapport au mariage, en associant ça et le workshop où il y a un vrai mariage, ce que je vais proposer maintenant, je l'ai fait une seule fois, mais ce que je vais proposer aussi pour les gens qui écoutent, qui peuvent être éventuellement intéressés, c'est de la possibilité, donc c'est une forme de coaching, c'est d'accompagner les gens sur leur mariage à eux. C'est-à-dire que je sais que j'ai Damon Pilgman là, en Hollande qui fait ça. C'est-à-dire que je viens, on a une petite séance où je parle de deux, trois concepts en avant. Je suis avec eux le jour du mariage. Alors, je suis pas vraiment en second shooting parce que je peux pas faire les deux, mais je suis en observation et j'aide le photographe le jour J à produire quelque chose de voilà a priori meilleur le jour J et surtout j'analyse sa pratique photo vidéo etc et après on débrief on dit voilà comment je t'ai vu bosser voilà cette circonstance voilà comment on aurait pu faire etc pour être une aide hyper concrète et pas uniquement théorique. Donc ça c'est quelque chose que je vais proposer. Alors bien entendu je vais pas pouvoir proposer ça beaucoup parce que j'ai mon propre mariage, j'ai ma vie etc, mais quelques dates dans l'année, si des photographes sont intéressés, je vais bientôt communiquer là-dessus. Je vais proposer ça. Je l'ai fait une fois avec quelqu'un qui m'avait sollicité. Et ça, pareil, c'est absolument génial parce que c'est un accélérateur absolument incroyable, en fait. Parce que tu as quelqu'un qui concrètement te montre, avec une vidéo physiquement, dit, bah, tu vois, regarde, t'étais là. Il y avait ça. Ah ouais, d'accord. Ah là, je comprends mieux, etc., etc. Oui, c'est logique. C'est plutôt une bonne idée. On parlait un peu des awards, on parlait un petit peu de ton site internet. Aujourd'hui, c'est quoi la place de la communication dans ton travail? Alors malheureusement, je suis pas un bon commercial, je suis pas un bon communicant. Je, je pense que j'étais un bon communicant pour ma communauté de photographes. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, moi, mon business model, c'est aller, grosso modo, 60% mariage, 40% conférences, workshop, etc. Donc, j'ai une part de clientèle qui sont des gens qui vont se marier et une part de mes clientèles qui sont des photographes professionnels. Pour cette communauté-là, je pense que j'ai pas été mauvais. Parce que c'était assez naturel pour moi. Gagner des concours, communiquer là-dessus, avoir des liens personnels, écrire à des gens, leur les appeler, savoir où ils en sont. Ça, comme c'est naturel pour moi, ça me demande pas grand-chose, j'étais assez bon. D'accord? Par contre, tout ce qui est communication vis-à-vis des clients, comme tu vois, mon site, 6 ans qu'il n'est pas mis à jour, j'ai jamais blogué. J'ai quand même développé un Instagram qui tient la route. Depuis un an, je l'ai délaissé suite au Covid, pas shooté de mariage, rien de nouveau, puis en pleine réflexion qui transforme un peu ma manière de faire aujourd'hui. Donc, en termes de communication, je suis vraiment pas très bon là-dessus, et c'est vraiment un an qu'il faut il faut un an que j'améliore. Je veux pas me disperser non plus. Quand ça va reprendre, ça va être principalement Instagram. Voilà, c'est un nouveau site qui va être une base forte, mise à jour régulièrement, qui va représenter qui je suis et qui on est, et couplé avec un Instagram. Un site Voilà. commun, donc. Pardon? Un site commun, donc. C'est un site commun. C'est vraiment un site commun, voilà, qui a présenté nous en commun avec ce qu'on a fait. Alors il y a des mariages qu'on a fait en commun la plupart, il y a des mariages c'est moi qui les ai fait tout seul, mais l'idée c'est de pouvoir nous proposer en tant que couple de photographes à des futurs mariés. Ce qui n'est pas un mauvais deal. Je pense que Non, vous avoir tous les deux, c'est pas mal sur un mariage. Je signe. Tu as répondu déjà à la dernière question du côté financier, qui est est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? On va attaquer la conclusion de l'épisode, et la conclusion commence par quel est le pire moment de ta carrière? Je regarde les petites notes, effectivement, le pire moment de ma carrière, ça peut être difficile. Alors, le pire moment de ma carrière de photographe de mariage? Oui, de ta carrière, de ta carrière de photographe. Ah ouais, alors si je vais en parler, même si je voulais pas trop, mais comme je vous disais, moi j'ai co-créé un collectif de photographes il y a 20 ans de ça, qui a fêté ses 20 ans cette année, dont j'en fais plus partie, parce que j'en étais exclu. Et ça a été une grande rupture, parce que la plupart des gens avec qui j'ai créé ce collectif en font toujours partie. Il y a des gens qui sont membres aujourd'hui, qui sont des gens à qui j'ai aidé dans leur début en photographie. Et sans rentrer dans les détails, où j'ai mes torts aussi, bien entendu, la manière dont cette histoire s'est finie était pas belle, en tout cas pour moi, et ça m'a énormément traumatisé, encore aujourd'hui. Donc j'ai perdu un groupe, j'ai perdu une famille que j'avais co-créée, j'ai perdu beaucoup d'amis, et c'est vraiment une blessure qui est l'équivalent d'une blessure de rupture amoureuse, vraiment très très forte. Voilà. Donc ça c'est le pire moment, qui est encore là et qui se refermera jamais. Ça, c'est le pire moment de ma vie de photographe. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Alors, le moment de ma carrière, alors souvent j'ai du mal à dire un meilleur moment, mais bon, là, je vais me contenter sur le côté photographie de mariage. C'était quand même quand j'ai reçu le mail qui m'a annoncé que j'étais photographe de l'année WPJ en 2008. Et ça, franchement, j'avoue que je m'en souviens, j'étais au Liban à l'époque.
Je passais l'hiver au Liban pour des reportages. Et là, j'ai reçu ce mail et j'y croyais pas. Et mon cœur est palpitant. Et j'étais fier. Toi, même en parlant, je suis ému. C'était vraiment waouh. La preuve, c'est que 12 ans après, on en parle encore, quoi. Ah ouais, c'était vraiment. C'était une démonstration que j'étais capable de faire quelque chose de bien en fait. Mm. Et j'avais jamais eu ça avant. Et là, on me démontrait que même si c'était qu'un concours, que c'était voilà encore une fois un moment T. Mais putain, j'étais quelque part capable d'être quelqu'un qui faisait quelque chose de bien et qui était reconnu pour ça. Et ça a été waouh. C'était un vrai changement pour beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, même encore aujourd'hui, j'en parle. Et c'est la première fois qu'on me pose cette question, toi. Donc c'est pour ça que, puis avoir de parler du pire avant, où c'est émotionnellement très, très instable aussi. Opposé, ouais. Donc voilà, donc du coup, pour faire le lien entre les deux, c'est à chaque fois lié à une situation émotionnellement très forte, que ce soit quelque chose de fort négativement ou de fort positivement. Voilà. Et ça, je pense, ça parle bien aussi de moi. C'est cette sensibilité-là que je ne veux pas cacher, que je ne cache pas, et au contraire que je veux nourrir, parce que c'est cette sensibilité-là qui fait qu'à un moment donné, on va créer des choses qui vont toucher les gens, en fait. Mais c'est surprenant, en fait, en t'écoutant, de se dire qu'à un moment, t'as douté. Bah, bien entendu, on a, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur. On l'a tous. Je l'ai beaucoup moins maintenant. Je l'ai encore parfois. J'en parlais avec Rousseau l'autre jour. Rousseau, elle a beaucoup de doutes en ce moment. Moi, j'ai des doutes sur certaines choses aussi. Et on l'a tous, ce syndrome de l'imposteur. Les plus grands, je m'inclus pas là-dedans, hein. Je suis pas du tout un grand artiste. Je suis qu'un photographe, mais j'adore lire des biographies. Je veux dire, les plus grands artistes du monde aujourd'hui, que ce soit dans le cinéma, ils ont tous ce syndrome de l'imposteur. Ils disent tous, mais pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi moi à ce moment-là? On l'a tous. Tous. Bien sûr qu'on doute. Et quelque part, on doit avoir ce doute, sauf s'il est paralysant. En l'occurrence, il l'est pas chez moi. Ça va être un problème s'il est paralysant. Mais il faut l'avoir ce doute-là, parce que c'est ce qui nous fait nous remettre en question. Et si on se remet pas en question, ça peut être problématique. Oui ou non, d'ailleurs. Ça peut être problématique si on veut être dans un processus créatif, parce que du coup, ça peut un peu bloquer le processus. Ça peut ne pas être un problème si on est dans un processus simplement commercial, où on a un business à faire tourner pour gagner simplement de l'argent. On doute pas de son truc, on a un modèle qui marche et on le mène jusqu'au bout et on a gagné de l'argent et on a rempli son objectif. Mais moi, ça, c'est pas un objectif de vie. Mon objectif n'est pas un objectif commercial. Et donc, dans ce sens-là, douter est hyper important. Non, mais c'est surprenant t'imagines pas douter, en fait. C'est ça qui est... Pareil, comment dire, il y a des choses, je suis sûr de moi, et je suis très sûr de moi. Ouais. Et je suis convaincu. C'est plus souvent ce côté-là qu'on voit, en fait. C'est pour ça que c'est plus souvent ce côté-là qu'on voit, en fait. C'est pour ça que je te dis, c'est surprenant de réaliser. Ouais, c'est vrai que, et il y a beaucoup d'aspects. Après, quand il y a des aspects sur lesquels je doute réellement. Il y en a peut-être pas tant que ça. Quand il y en a, et c'est des gros doutes. Mais après, par contre, je vais rapidement rebondir. Ouais. Voilà, je vais pas me morfondre, je supporte pas. C'est rare que je sois de mauvaise humeur 2 jours d'affilée ou au fond 2 jours d'affilée. C'est exceptionnellement rare, tu vois. Donc je vais douter, c'est une phase bien. Puis après, de ce doute-là, je vais trouver une réponse. D'accord? Et cette réponse-là, ok, ça devient quelque chose. Par contre, c'est moins une certitude qu'avant. C'est simplement mon idée du moment que je vais défendre, mais je sais que cette idée maintenant par expérience, un jour, à un moment donné, peut-être que je vais revenir dessus comme sur d'autres choses. Et là, en ce moment, on se rend compte à nouveau de ça avec Rousseau. Je me rends compte de la manière dont je produisais encore mes images il y a encore 2 ans ou 1 an. Je disais non, mais c'était à la truelle, c'était pas assez bien. Et je dis mais comment je ne pouvais pas ne pas le voir, quoi. Donc ça me fait apprendre ça, c'est que l'évolution. Voilà. Mais on pourrait parler des heures et des heures, hein. Excuse-moi. Moi, ça me va très bien. On en revient encore une fois à la constance et au fait de rebondir vite pour se remettre dans le bon état d'esprit. Je crois que ça aura été finalement le fil conducteur de toute l'interview. Exactement. Et la condition sine qua non pour ça, c'est d'être bien entouré, à la fois dans son entourage proche, bien entendu, sa compagne, son compagnon, ses enfants, même si on ne choisit pas toujours, mais on peut quand même choisir, on peut aller loin. Moi, je me suis séparé plusieurs fois, j'ai eu plusieurs vies, et à un moment donné, même si ça fait mal, des fois, on se rend compte que des histoires ont une fin, tu vois. Et pour moi, c'est hyper important aujourd'hui d'être entouré émotionnellement de bonnes personnes. Donc, c'est la famille proche et c'est les amis aussi. Et je me permets de dire ça parce que je vois beaucoup de gens aussi dans ce milieu-là, en tous les cas, qui, dans leur entourage, c'est plus un frein qu'autre chose, et ils doivent lutter en premier lieu contre un entourage qui est pas porteur, qui est même dévalorisant, et ça c'est terrible, je trouve. En tout cas, moi,
pas l'entourage dans lequel j'ai envie d'être. Et donc cette hygiène mentale et émotionnelle est très 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 importante pour moi et pour nous. Et on y travaille. C'était la dernière leçon du podcast. J'ai encore une dernière question. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Est-ce que Rossio parle français? Alors Rossio, ça serait une recommandation absolument incroyable. Elle parle français, mais son français, je pense, pour tenir un interview serait un peu léger encore aujourd'hui. C'est bien dommage parce qu'elle a énormément de choses à dire. Donc, ça serait un petit peu léger. Alors, tu pourrais le faire en anglais. Si c'est en anglais, il n'y aurait pas de problème. J'ai pas de possibilité de sous-titrer, mais je vais te confier une mission, c'est de lui apprendre le français le plus rapidement possible et de me faire signe dès que tu sens qu'elle est prête. Avec plaisir, on continue, on s'y met vraiment sérieusement et en ce moment-là. Mais ok, non, je dirais, avec plaisir. Ça serait pas mal. Mais donc, en attendant Rossio, il y a une personne à laquelle je pensais qui s'appelle Pierre Morel, donc qui est un photojournaliste qui doit avoir 31 ans, donc un jeune photojournaliste, quelqu'un de très actif aussi pour la défense du statut des photographes, qui a toujours des réflexions très intéressantes, quelqu'un qui écrit très bien, que j'apprécie en tant que photographe, mais surtout en tant que personne, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait plein de choses à dire sur la photo d'une manière générale, une source d'inspiration et de connaissances absolument incroyable. Et il fait partie de ces jeunes photographes qui sont déjà très inscrits dans le paysage français de la photographie. Et c'est clairement quelqu'un à suivre. Et dans 10, 15, 20 ans, sera un grand monsieur du monde de la photo française. On va l'inviter en avant-première alors sur le podcast. On va faire le nécessaire pour se mettre en relation. Où est-ce qu'on peut te retrouver puisque ton site est en attente de refonte? Alors mon site, il y a toujours quelque chose quand on le visite, mais je vous invite pas à le visiter parce que c'est trop vieux, c'est pas mis à jour. Je sais même moi-même, je sais pas ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est Instagram, même si je suis désolé, j'ai pas mis des choses depuis très longtemps sur Instagram, mais il y a quand même beaucoup de contenu et notamment je vous invite dans les highlights, les stories. Ça permet de voir quand même pas mal de choses. Donc le meilleur place aujourd'hui, c'est Instagram. Dans les semaines, voire mois, les mois qui viennent, normalement, on devrait avoir un nouveau site en commun avec Rossio, qui sera mon unique site, qui permettra de montrer ce qu'on fait. Et en attendant, voilà, Instagram, c'est ce que je vous invite le plus. Facebook, je communique surtout. Avant, c'était surtout les concours, mais comme je participe plus, il y a plus de choses. Je partage très peu de choses liées à mon travail sur Facebook, finalement. C'est plutôt des choses liées à l'actualité, mes coups de gueule, etc., ou mes coups de cœur. Donc Instagram, je dirais que c'est le meilleur endroit aujourd'hui. D'accord, je mettrai le lien de ta page dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier de nous avoir autant ouvert ton œil, parce que franchement, c'était vaste et intéressant et j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Donc merci beaucoup. Merci à toi. C'était génial de enfin discuter avec toi. Puis à très bientôt. Merci beaucoup pour cette initiative, pour l'invitation, et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.